C'était donc les Kings et les pubs du JJDA. Merci. Dans quelques instants, je recevrai Yacine pour son one-man show Théâtre des 10 heures. Applaudissements s'il vous plaît. Mais en attendant, je vous demande de faire un triomphe à Emmanuel Rubin. Bonjour Emmanuel Rubin. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon, impec. je suis ravi de te recevoir. Merci, Voilà, moi aussi, d'être là. Je te lis depuis longtemps. Voilà, tu es donc, bon, tu as sorti un bouquin, mais tu es aussi, et surtout peut-être, mais aussi, on va dire, chroniqueur gastronomique au Figaroscope. Le Figaroscope, ouais. Le Figaroscope, c'est donc, qui sort tous les mercredis, c'est un supplément du Figaro. C'est le supplément culturel sur la vie à Paris, dans la grande banlieue du Figaro. Du Figaro, voilà. Alors, est-ce que ça fait extrêmement longtemps que tu t'intéresses au restaurant, à la nourriture, aux aliments, aux chefs? Comment c'est venu? En fait, c'est venu, c'est basique. Je suis né dans les casseroles puisque mes parents sont restaurateurs. Ah, d'accord. Où? Alors maintenant, ils ont pris leur retraite, mais ils ont été à Nouméa, en Bourgogne, à Fontainebleau, puis à Paris. D'accord. J'ai tellement vu les deux. Les deux. Et j'ai tellement vu ce que c'était que d'être chef, cuisinier, restaurateur. Je me suis dit, j'adore ça, mais le mieux c'est encore d'être critique. Ouais, c'est-à-dire d'en parler en bien ou en mal, mais d'en parler. D'en parler, mais en tout cas pas d'être derrière, parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Ouais, ça reste un métier très dur. Ceci explique cela quand même. Donc tu as baigné là-dedans. Ah ouais, je crois que je suis un des rares critiques, c'est pas une plus-value, mais être fils de restaurateur. Ouais. D'accord, ok. Bon, là tu sors un bouquin qui s'appelle Délices d'initiés. Déjà, j'adore le titre. Merci. C'est toi qui l'as trouvé? Oh ouais, j'ai mis vachement longtemps. Combien de temps à peu près? Franchement, 5 minutes. 5 minutes, d'accord. En fait, c'était le nom d'une ancienne rubrique du Figaroscope. Ah, et donc, ils m'ont demandé. Je me suis autocopié. Tu t'es autocopié, voilà, d'accord. Je tenais la rubrique, puis ça faisait longtemps, puis on ne l'utilisait plus. Ils m'ont demandé un titre marrant. J'ai dit, je dois bien avoir ça dans les stocks et j'ai ressorti ça. Alors ça sort chez Don Quichotte, c'est une collection. Jeune maison d'édition Don Quichotte et la collection s'appelle Dico Rock. Dico Rock. Donc c'est comme ça. Voilà, c'est un dictionnaire rock, historique et politique de la gastronomie. Oui, en fait, ça prend les grands. Il y a eu un dictionnaire sur le foot, puis un autre sur l'Amérique. J'ai invité d'ailleurs celui qui avait. Ouais, Albert Artus, c'est pas tant. Et à chaque fois, c'est une manière un peu décalée de parler de grands univers. Est-ce que tu penses déjà que la gastronomie, ça va avec le rock'n'roll? Ça dépend comment on en parle. Mais finalement, toi, t'en parles. Toi, t'es plutôt rock, non? Oui, moi, je trouve que. T'es moins nappe blanche, 3 étoiles Michelin, t'es plus. Ça dépend, des fois, c'est des filous, mais c'est vrai qu'il y a 10, 15 ans. C'est souvent des filous, non? Ouais, des fois, ils sont. 3 macarons Michelin. Moi, je trouve. Mais ça change, ça change. Disons qu'il y a 10, 15 ans, ils étaient tous installés dans un conformisme. C'était effectivement les fourchettes à 25 ans, les nappes suramidonnées. Voilà. On était un peu fatigués. Ils levaient la cloche, et en fait, tu disais, ils levaient surtout la cloche sur des additions hallucinantes. Oui. 10 ans après, il y a eu pas mal de choses dans l'univers de la gastronomie mondiale d'ailleurs, qui fait que ça a bousculé un peu ce monde de la haute gastronomie qui aujourd'hui est pas le moins rock. Et c'est peut-être finalement. C'est pour ça, oui. Finalement, c'est les jeunes qui sont un petit peu convenus en vérité. Oui, d'accord, ok. Ouais, ceux qu'on trouve un peu les jeunes bistrots. Alors il y a plein de belles choses, mais ceux dont on dit ces dernières saisons qui sont cool, en vérité sous couvert de coolitude. Tu parles de la bistronomie. Ouais, la bistronomie. Ceux qui sont lancés par le guide du fooding, par exemple. T'es pas toujours d'accord avec eux, c'est ça? Au fooding, je les adore parce que j'y suis un peu complice et plus que complice. Oui, moi aussi je les adore, mais bon. Mais après, c'est le propre de la critique, mais comme beaucoup de gens pourraient ne pas être d'accord avec le Figaroscope, avec mon bouquin ou avec le fooding, ce qu'il y a d'intéressant quand on fait de la critique, c'est de l'accepter surtout la critique. Et moi, quand on me rentre dedans ou quand je rentre dans une adresse, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait avancer les choses. Et d'ailleurs, le lecteur ou l'internaute ou l'auditeur, il a aussi son avis à dire. Après, ce qui est intéressant, c'est que de grâce, on en parle. Quoi. Alors, le guide Michelin, pour toi, c'est un peu obsolète? Enfin, c'est dépassé lui, c'est une vache fatiguée. Oui, ils sont fatigués. Là, ils sont crevés. Crevés d'avoir trop duré. Je pense qu'il y a trop d'adresses. À un moment donné, on ne peut pas mettre un guide. C'est plus un guide, c'est un bottin. Que leur face, ils écrivent pas, ils écrivent en hiéroglyphes. Tu sais pas, voilà. Il y a une phrase sur chaque restaurant. Donc, Et puis, je pense qu'il y a eu toute une génération qui n'a pas biberonné au guide Michelin. Longtemps, on avait une espèce d'éducation au goût au restaurant. Vos parents, vos arrière-grands-parents prenaient le guide Michelin et vous suiviez. Puis il y a eu un grand vide et il y a toute une jeune génération, et ça c'est vraiment pas à son, c'est plutôt à son actif, qui comprend plus rien à ce guide, ni à ses adresses. C'est normal en même temps. Franchement, ce qui est complètement normal. À un moment donné, quand on dit la meilleure adresse, elle a 3 étoiles, mais on vous explique pas pour toi. Ou 2 étoiles, ou une étoile. 2 étoiles, ou une étoile, ou 3 fourchettes, ou tu comprends plus rien. Et puis après 4000 adresses sur toute la France. Alors il y a Marc de Champérard qui sort son guide depuis plusieurs décennies, qui a déclassé justement ces 3 étoiles. On va pas flinguer, parce que alors qu'on flingue, mais c'est pareil, il y a toute une génération de critiques qui ont toujours
Non, parce qu'il y a des vieux qui sont jeunes et des jeunes qui sont vieux. Ouais, mais parmi les vieux, il y a aussi ouais. des vieux qui sont très vieux. Ouais. Marc de Champérin, c'est quand même l'homme qui a toujours un temps de retard. Ouais. Donc pendant des années, il a glorifié quand il fallait plus glorifier les grands restaurants. Et au moment où il veut faire sa pub, il dit ils sont tous nuls. Ouais. Ça fait 25 ans qu'il dit qu'ils sont géniaux, puis du jour au lendemain, comme ça, il dit ils sont nuls. On parle de lui, quoi. C'est juste pour faire parler de ça. Alors quel est le guide, qu'est-ce que tu achèterais toi comme guide si tu étais lambda, par exemple? Le guide Pudlowski, le guide Lebet? Alors moi je trouve que s'il faut acheter les guides, le fooding, parce que je pense que c'est celui qui parle le mieux à une génération. Leur slogan c'est le goût de l'époque, et je pense qu'il est sincère. C'est le guide qui est le plus sur le courant alternatif de la gastronomie contemporaine, avec des adresses de street food, des petites adresses de rue, des adresses un peu plus de la haute. On a vraiment ce qui fait la génération aujourd'hui des gastronomes qui zappent. Oui. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on zappe. Le lundi, on mange pas. Le mardi, on va prendre une très bonne pizza livrée à domicile. Le mercredi, un bon bistrot. Le jeudi, on ne remange pas. Le vendredi, on peut se faire un restaurant étranger. Et le fooding a compris cette envie d'une génération de zapper les Ils sont dans l'air du temps, quoi. Ils sont dans l'air du temps. Après, moi, j'aime bien le guide Lebet. Oui. C'est un vieux papy, Lebet, et sa bande, mais ils sont très sérieux. Dans le genre gastronomie un peu old school, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Pour les mieux autres, que Gomillot ou Bata Gourmand pour toi. À tous les autres, pour moi, c'est dommage pour les forêts, quoi. Ouais, d'accord. Okay. Voilà, ça fait un peu beaucoup de papier. Bon, bah écoute, s'ils regardent le Gigia, comme ça, ils s'en vont. Ça, ils m'aimaient pas, donc ils vont continuer. Pourquoi ils t'aimaient pas, d'ailleurs? Bon, parce qu'on est sûrement au Figaroscope et au fooding, les vilains petits canards d'un milieu, donc c'est pas qu'on s'aime pas, mais... Bon, voilà, quand on est critique, il faut aussi être critique dans son milieu, donc la critique gastronomique, voire le journalisme. On peut l'être vis-à-vis des restaurants, mais on doit l'être aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Moi, j'entends la critique, d'ailleurs, il y a plein de choses à reprocher, peut-être dans mon bouquin. Non, moi, j'ai bien aimé. Faut pas hésiter à le dire. Personnellement, mais il faut aussi savoir se rentrer dedans. Alors, comme tout dictionnaire qui se respecte, donc c'est par ordre alphabétique? Ça, c'est la seule chose qu'on n'ait pas changé. Ça aurait été peut-être drôle, d'ailleurs. Ouais. Alors, mais il y a plein. Alors, tu parles de chef, là, je tombe sur Alain Ducasse. Bon, celui-là, il est évident. Il est évident. Mais tu parles aussi de films où on parle d'aliments. Enfin, où il y a des mots comme ça qui rappellent... Ouais, parce qu'on s'aperçoit que la gastronomie ou la cuisine, finalement, c'est bien plus qu'une histoire d'assiette. Qu'on le veuille ou non, depuis que le monde est monde, depuis que le premier homme s'est mis à cuire une viande, on est déjà rentré dans la gastronomie. Donc ça a accompagné des civilisations. La gastronomie, ça raconte une géographie. On ne mange pas en Chine comme on mange en Italie. La gastronomie, c'est un superbe page blanche pour raconter plein de choses. Et on s'aperçoit que dans le cinéma, eh bien souvent, la gastronomie intervient soit comme décor, soit comme personnage. Dans les films de Claude Sautet, par exemple, la brasserie ou le bistrot, c'est quasiment un personnage en choix. Claude Chabrol aussi. Claude Chabrol adorait la bouffe, il choisissait lui-même ses tournages. Par rapport au guide Michelin. Il prenait le guide Michelin, il disait... Par rapport aux étoilés. Voilà, je dis là je vais tourner là parce qu'il y a plein de 3 étoiles ou plein de 2 étoiles. Et puis il y a vraiment des films dédiés. Alors les plus connus, c'est... bien sûr, l'aile ou la cuisse, c'est la grande Vauve de Ferreri, c'est le festin de Babette. Et donc, on reprend comme ça tout un tas de films qui racontent un peu la cinéphilie, qui devient une cinéphagie, puisque là, le propos du film, c'est la gastronomie. Alors, ça donne lieu à pas mal de mauvais films, de nanars, mais il y en a pas mal qui sont réussis. Voilà. Alors là aussi, il y a des expressions aussi. Avoir des yeux de merlan frit, par exemple. On expliquait un petit peu comment ces expressions sont nées, qui sont souvent des expressions populaires. Bien mais sûr, en fait, souvent, ces expressions, on s'aperçoit que c'est l'argot. Le merlan frit, ça n'a pas forcément rapport avec le merlan frit, mais c'est les gens qui cultivaient le mot de l'argot. Un merlan, c'était quelqu'un qui avait vraiment une sale tête, un peu le regard bas. C'est un coiffeur, un merlan, non? Et c'était aussi un coiffeur. Hein, on est et donc, d'accord. à partir de là, on en a fait une expression gastronomique, mais elle est de l'argot en vérité. C'est de l'argot. C'est de l'arbuche. Alors, bon, je vois là, par exemple, gastronomie espagnole. Alors, certains disent que la gastronomie espagnole, en ce moment, est meilleure que la gastronomie française. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors ça, c'est les concours de toc, comme il y a des concours de... De toc-toc-toc. Ça m'intéresse pas trop. La gastronomie espagnole, d'abord, il y a un vrai terroir espagnol. Et puis, c'est vrai qu'au hasard de la fin des années 90, début des années 2000, il y a toute une génération de chefs emmenés par un certain Ferran Adrià. Alors, lui, c'est un fou dingue. El Bulli, c'est ça? C'est à Cadaqués? À Cadaqués. Alors maintenant, il a fermé, mais pendant des années... Je le considère comme un génie, lui. C'est la cuisine moléculaire, c'est ça? C'est surtout un artiste, c'est-à-dire que c'est la cuisine moléculaire, mais il n'y a pas 2 chefs comme cela. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait école en vérité. Il y avait lui, qui n'aura pas de descendance, mais c'était un grand moment de la gastronomie, où là, la gastronomie versait un peu dans le théâtre, dans le spectaculaire, et c'est vrai que ça a propulsé soudain la gastronomie espagnole à la face du monde. Mais la gastronomie espagnole, aujourd'hui, c'est une gastronomie qui se réveille, certainement, parce que pendant des années, c'était un peu la paella, et puis à part la paella, je crois qu'il y avait la paella et les tapas. Peut-être un peu la paella, non? Et puis grâce à Ferran Adrià, il y a eu effectivement une jeune génération de chefs qui s'est un peu réveillée en Espagne, ouvrir des restaurants un peu vindicatifs. On a redécouvert aussi une gastronomie de terroir qui allait au-delà
de la paella, du tapas et du gazpacho, ce qui fait qu'on raconte un peu le renouveau de cette gastronomie qu'on avait un peu oubliée. Alors, qu'est-ce que tu penses aussi de tous ces chefs japonais qui ouvrent des restaurants, qui font de la cuisine moitié nippone, moitié française? Ça c'est marrant parce que, en fait, on s'aperçoit que les cuisiniers français, de plus en plus, non pas complexes, mais s'ouvrent à la cuisine du monde. Ils sont très influencés, tous les jeunes chefs français, par les cuisines asiatiques, thaïlandaises, coréennes et surtout japonaises. Mais dans le même temps, parce que c'est une cuisine, à mon avis, qui parle beaucoup à l'époque. D'abord, c'est une cuisine qui est très radicale, très fine, très digeste, qui travaille beaucoup le poisson, qui travaille beaucoup le mariné, qui est très courte aussi. On mange des petites portions, donc c'est très digeste. Et donc, les chefs français sont omnibulés par cette cuisine. Mais dans le même temps, les chefs japonais, eux, sont toujours autant passionnés par la cuisine française. Pour eux, la France, c'est vraiment la référence absolue. C'est là qu'on apprend le sens de la flamme, c'est-à-dire la cuisson, le sens du produit, la connaissance du produit, et puis quelque part, c'est le pays qui a codifié la gastronomie. Donc les chefs japonais, réussir au Japon pour eux, pour réussir en France, c'est le meilleur moyen de réussir plus tard au Japon. Et surtout, ils ont envie de rendre hommage à notre cuisine en la révoltant un peu, en la bousculant. Donc, alors que les chefs français rêvent du Japon, les chefs japonais, eux, rêvent de la France. Donc c'est bien, la part est égale. Un partout, la balle au centre. Il y a aussi oldies but goodies. Alors cette expression, c'est une expression qui est générique, mais on s'aperçoit là encore que finalement, à une époque dont on parle de cuisine moléculaire, une époque qui aime bien aller jouer les précieux et ridicules, nous parler de nouveaux produits, de nouvelles saveurs, le yuzu, vous ne savez pas ce que c'est, bon, faut lire le bouquin. Bref, il y a plein de nouveaux produits, plein de nouvelles saveurs, plein de nouvelles recettes, plein de nouvelles manières de cuisiner. On s'aperçoit que dans le même temps, toute l'époque rêve et nostalgise les vieux plats. Alors c'est les vieux plats de grand-mère, ça va du riz au lait pour les desserts en passant par le hachis parmentier. Il y a une espèce de régression et une nostalgie de l'époque qui va de pair avec cette envie d'aller plus loin. Mais c'est comme tout, hein, on est bourgeois bohème aujourd'hui, le porno est chic, les néos sont réacs. Donc, la gastronomie, elle est à la fois totalement nostalgique et en même temps, elle rêve de futur. Sauce à la Chirac, c'est quoi? Tu parles de sauce à la Chirac? C'est un vieux plat en vérité. C'est la tête de veau, non? Non, ça n'a rien à voir, Vital. Non, Chirac, son plat préféré c'était à la tête de veau. Son plat préféré c'était à la tête de veau, mais il y a une sauce Chirac. Alors c'était juste, on prend prétexte à cette sauce en la racontant rapidement pour dire que ça a été certainement l'un des présidents les plus baffreurs qui soit. C'est vrai qu'il avait une passion pour les choses de la table. Il n'est pas gourmet, il est goinfre, d'après toi. Ah lui, il est un peu goinfre. Hein. Tu l'as rencontré? Non, mais par contre, le nombre de restaurants parisiens le raconte. Et ce qu'on s'est aperçu en travaillant le guide, c'est que souvent, les politiques et les choses de la République se sont faites en France dans les restaurants et que la plupart des présidents avaient une passion et réglaient les affaires de la politique. Tu en parles d'ailleurs. Ah oui, Mitterrand était, on pourrait raconter le Paris de Mitterrand à travers les restaurants qu'il fréquentait. Beaucoup de petites histoires et parfois de grandes histoires de la France se sont réglées à table. Mitterrand c'est un gourmet plus que Chirac. Mitterrand c'est un vrai gourmet. Il adorait les ortolans. Mais les ortolans c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'était une petite espèce en voie de disparition, donc il fallait les protéger. Donc c'est un petit oiseau, c'est un tout petit oiseau que l'on chasse d'une manière très fébrile, très délicate, puisque c'est des filets. Donc c'est des petits oiseaux en voie de disparition. Et dans le sud-ouest, on les cuisine. On les cuisine en les noyant dans un verre d'armagnac. Ils s'enivrent, ils meurent. Et après, on les mijote et ils se mangent avec un décorum absolument étonnant. Il faut mettre la serviette sur la tête pour d'abord déguster avec le nez. Puis après, on mange tout. C'est-à-dire qu'on mange les os. On a juste retiré les petites plumes. Mitterrand arrivait à en avoir, lui. Et Mitterrand arrivait à en avoir. Donc ça avait fait scandale, puisqu'on dit souvent que son dernier repas fut ce repas d'ortolan. Et qu'une fois encore, il a un peu filouté l'époque. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'est pris un plat interdit. Mais ça raconte vraiment Mitterrand, ce dernier repas et ce repas d'ortolan. Plat interdit, en même temps, plat qui racontait terriblement un terroir. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir eu le sens quand même du terroir, et en même temps, c'était une manière de filou. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. D'accord, ok. Y compris à table. Tu parles aussi du chef du Châteaubriand, Inaki Aziparté, qui a été, je ne sais pas, dans un magazine anglais ou je ne sais plus où américain, meilleur restaurant du monde. Enfin, j'aime bien le Châteaubriand, mais enfin, c'est quand même un peu exagéré. Il y a un petit snobisme. C'est pas non plus le meilleur restaurant du monde. C'est un bistrot parisien en plein cœur, avenue Parmentier, 11e, qui en manière de table, ça reste un bistrot. Avec le coude à coude, on est plutôt rudoyé parfois du côté du service. Il y a une espèce de snobisme. Il y a un vrai snobisme. En même temps, Inaki Aizpitart, qui est un jeune chef, basque d'origine, est un chef absolument unique. C'est-à-dire qu'il est capable de vous sortir des plats. Alors justement, on n'arrive pas à le caser. C'est-à-dire qu'il n'est ni un classique, ni un moderne, ni un moléculaire, mais il est capable. C'est un espèce d'instinctif. Donc il cuisine à l'instinct, à l'instant, et ça peut donner des plats absolument remarquables. Dans le même temps,
il est capable d'en faire des très moyens. En fait, c'est certainement le meilleur chef du monde, voire l'un des meilleurs cuisiniers au monde. Ah bon, là, c'est comme important, mais, ce que tu dis. en revanche, c'est pas forcément un restaurateur. Parce que tu peux être un grand chef et pas savoir tenir un restaurant. Un restaurant, c'est autre chose que tenir une assiette. Et lui, il est capable de vous sortir des plats qui vont vous suivre 6 mois, 6 ans, 60 ans plus tard en se disant je me souviens de ce plat-là comme d'une musique. Mais en même temps aussi, son restaurant, il peut être un peu violent, un peu snob en se disant je ne vais pas attendre jusqu'à 22h30 après avoir réservé 2 mois à l'avance, ça devient ridicule. Là, c'est ridicule. Et c'est là où je disais qu'il n'y a pas que les grands restaurants étoilés qui sont snobs. Il y a aussi, au nom du... La bistronomie. La bistronomie peut l'être aussi. Au nom de la coolitude et sous couvert de boboïsme, tu t'aperçois qu'il y a un sacré snobisme. Donc il faut aussi leur rentrer un peu dedans. Est-ce que tu cuisines, Emmanuel? Non, moi j'adore regarder les autres cuisiner, mais encore une fois, c'est pour ça que je crois que je suis critique. Je suis très, j'ai pas de patience, et si on n'a pas de patience, on peut pas cuisiner. D'accord, tu cuisines pas alors? Non. Un restaurant en ce moment que t'aimes bien pour les téléspectateurs? Un restaurant que on est j'aime prix bien quand même aller. modéré, quoi. Prix modéré, ça s'appelle Pirouette. On est au cœur des Halles, les Halles qui étaient historiquement le ventre de Paris. Ça fait bien longtemps qu'ils le sont plus. Donc c'est un quartier qui avait un peu disparu de la scène parisienne, il revient. Il revient notamment avec tout un tas de petits bistrots sympathiques. Il y en a qui s'appellent Pirouette. J'ai le droit de donner la rue? Oui, rue Mondétour. Rue Mondétour. Pour toi. Et je trouve que eux, ils sont dans le néoclassicisme, sympathiques, ils se prennent pas le chou, ils font bien, ils sont réguliers. La régularité pour un restaurant, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on y va 2-3 fois dans le mois. Et c'est bien. Et un bon rapport qualité-prix, surtout au déjeuner. Ok. Merci Emmanuel d'être passé au JJDA. Donc ça s'appelle Délices d'initiés. C'est donc un dictionnaire rock, historique et politique de la gastronomie. Voilà. Rien que ça. Emmanuel Rubin. Merci Emmanuel. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Au restaurant. Au restaurant. Voilà, c'était Emmanuel Rubin. Dans quelques instants, je recevrai Yacine, que je vous demande d'applaudir très très fort. Voilà. Et maintenant, c'est les pubs du JJDA.